La Syrie était un trou noir sous le régime d'Assad et la menace de l'État islamique. Elle est devenue une équation à plusieurs inconnus avec l'arrivée au pouvoir des islamistes du Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement de libération du Levant. Alors, qui sont les différents acteurs de cette révolution et que veulent-ils? Y a-t-il un risque de décomposition ou de dislocation du pays? Que peut-on faire, que doit-on faire pour stabiliser cet État pivot au Moyen-Orient? Vous êtes les bienvenus au club Le Figaro International. Michel Duclos, bonsoir. Vous êtes conseiller spécial géopolitique et diplomatie de l'Institut Montaigne, diplomate de carrière, ancien ambassadeur à Damas notamment, auteur de La Longue Nuit syrienne, paru en 2019 et dans une version actualisée en 2022, et de La France dans le bouleversement du monde en 2021 aux éditions de l'Observatoire. Dorothée Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur de La Turquie en 100 questions, dont une version actualisée est parue l'an dernier aux éditions Talendier. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, paru en 2023 aux éditions de l'Observatoire. J'ajoute que vous rentrez tout juste de reportage en Israël. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem. Vous connaissez bien la Syrie et vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier est consacré au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, sous le titre MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Proche-Orient, coécrit avec Christian Chesneau chez Michel Lafon en 2024. Alors, je voudrais qu'on commence quand même par rappeler ce que c'était que la Syrie des Assad. Michel Duclos, quand vous êtes nommé par Jacques Chirac en 2006, il vous dit c'est un régime de tueurs et d'assassins, mais il va quand même falloir que vous renouiez des liens avec eux. C'est vraiment un régime d'assassins et de criminels? Oui, alors, quand j'étais nommé, donc c'était à l'été 2006, je venais de New York où j'avais contribué aux négociations sur la résolution qui avait mis un terme à la guerre au Liban, ce qui n'est pas complètement indifférent dans le contexte actuel. Et j'étais nommé à un moment où, quelques mois après l'assassinat d'Hariri. Au Liban. Et donc Jacques Chirac avait décidé qu'on arrêtait tout contact politique avec ce régime, sur lequel il avait beaucoup misé et qui l'avait effectivement cruellement déçu. Et quand j'ai rapporté cette phrase à ses collaborateurs, ils ont été un peu surpris. Oui. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, oui, on va être obligé de renouer, mais pas tant que Chirac serait là. Mais c'était quelques mois avant. Mais sur le fond, ça recouvrait quelle réalité sur ce régime? C'était une réalité qu'on connaissait bien, c'est-à-dire c'était une minorité, les Alaouites, qui avait été opprimée pendant des siècles, que les Français, pendant le mandat, avaient sorti de la misère. Et d'ailleurs, les chers Alaouites me disaient eux-mêmes, sans les Français, on n'aurait jamais accédé à l'alphabétisation. C'est nous qui leur avons appris à écrire et à lire. Et puis, ils avaient pris place, parce que c'était un moyen d'ascension sociale dans l'armée syrienne, et de là, de fil en aiguille, ils ont fait coup d'État sur coup d'État, jusqu'à prendre le pouvoir. Et ils gouvernaient par la terreur et l'oppression? Et ils gouvernaient avec cette conviction profonde que s'ils n'exerçaient pas la plus grande cruauté, la majorité sunnite leur ferait un sale coup. Et d'ailleurs, vous savez, au début des années 80, il y avait une guerre civile déjà terrible, avec en 82 des massacres épouvantables à Hama. Et quand je suis arrivé en Syrie, à la différence des gens de Damas qui étaient au pouvoir, moi j'ai eu le temps d'aller évidemment partout dans le pays, de prendre d'innombrables tasses de thé, d'autant plus que comme on n'avait plus de contact officiel, sauf par l'ambassadeur, j'avais pas des délégations françaises dans les pattes tous les jours, toutes les semaines.
Donc j'ai vu beaucoup de gens. Et quand on a renoué donc, avec Sarkozy, j'étais assez bien vu, je dois dire, de l'entourage d'Assad. Et il m'est arrivé de leur dire, mais pourquoi vous êtes si méchants avec votre population? Les gens ne protestent pas. Et la réponse? Vous ne les connaissez pas, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Et donc, si un jour on dessert un peu l'étau, vous verrez, ils se rebelleront. Et je dois dire que lorsqu'il y a eu les débuts du printemps arabe, et que là, effectivement, la révolte a démarré en Syrie, et que j'ai vu, là j'étais à Paris à ce moment-là, mais j'ai vu d'anciens contacts à moi qui étaient des commerçants du souk qui donnaient l'impression d'être vraiment des brebis tout à fait soumises. Et quand je leur disais, mais qu'est-ce qui vous a pris, pourquoi vous vous révoltez? Alors, ils m'ont donné un certain nombre d'explications, et notamment, vous savez, dans ces pays, c'est les morts qui comptent. Donc il y avait eu des morts à Deraa, et puis des familles des morts sont révoltées ailleurs, il y a eu d'autres morts, et là, les gens se sont rendus compte de ce que c'était que ce régime, et surtout, ils m'ont dit, pour nous, c'est le moment ou jamais. Puisqu'ils ont eu le sentiment qu'avec le printemps arabe, une fenêtre d'opportunité, comme on dirait dans notre propre langage, s'ouvrait. Georges Bruno, on voit avec la libération des prisonniers, les familles qui cherchent leurs disparus, que c'était vraiment un régime d'une cruauté très grande. Les services de renseignement syriens avaient, je dirais, industrialisé à la fois la torture, les interrogatoires musclés, et dont on voit les résultats. Mais c'est vrai que c'est important, ce que vous disiez, l'aspect minoritaire du régime, parce que c'était effectivement, c'est un régime minoritaire, anciennement sa communauté persécutée, et qui ne pouvait pas concéder dans son esprit de faire la moindre... C'était dans une espèce de paranoïa permanente. Une espèce de paranoïa, et d'ailleurs, au début de la révolte, vous vous souvenez, en 2011, le cousin germain de Bachar el-Assad, Rami Marlouf, qui était l'homme le plus corrompu de la Syrie, a donné une interview au Wall Street Journal, il dit, s'il le faut, we'll burn our country, on va brûler notre pays pour sauver notre peau. Effectivement, il a donné la clé d'explication de ce qui allait se passer après, quoi. Alors, je ne veux pas qu'on passe toute l'émission sur les anciens gouvernants. Il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est quand même la personnalité de Bachar el-Assad. Parce que lui, il était d'une... On croyait que c'était un gentil au début, formé à l'ophtalmologie à Londres. Surtout, c'était la génération d'après. Donc, on aurait pu imaginer que tout en maintenant un régime autoritaire et répressif, au moins, il gomme l'aspect le plus cruel, et ça n'a pas été le cas. Il en a rajouté, si possible... Bon, il faudrait une émission de psychologie entière, sans doute, pour sonder les tréfonds de son âme. Parlons des nouveaux venus. Ce Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement de libération du Levant. Dorothée, c'est quoi? C'est le bras armé de la Turquie ou c'est sui generis? Alors, ça fait partie... Bon, on a des individus qui ont été... engagés dans ce mouvement pour faire partir Assad de Syrie. Je vous rappelle que la position officielle de tout l'Occident, c'était aussi qu'aucune normalisation serait possible avec la Syrie tant que le régime d'Assad serait là. Et là, on a un garçon qui vient d'une famille... comme son nom l'indique, Jolani, une famille qui vient du Golan. Son nom de guerre, c'est Mohamed al-Joulani, et son vrai nom, c'est Ahmed al-Shari. Oui. Il a repris son nom civil maintenant. Donc c'est un Syrien. Il ne faut pas continuer à l'appeler par son nom de guerre, effectivement. Un Syrien qui dit lui-même qu'il est entré en politique, ça je trouve ça intéressant, par le militantisme après la deuxième intifada. Donc ça veut dire quand même quelqu'un qui est ancré dans les luttes politiques du Levant. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Mais il a un parcours d'islamiste, pur et dur. Alors, c'est quelqu'un qui, effectivement, a fait partie des caïdistes et qui a ensuite rompu avec eux progressivement au moment où s'est structuré l'État islamique en Syrie, qui s'est installé à partir de l'Irak et est venu s'installer en Syrie. Et donc, progressivement, on a un islamiste djihadiste qui a... modérer son propos. Qui a officiellement rompu avec Al-Qaïda en 2016. Pourquoi est-ce qu'effectivement il a officiellement rompu avec Al-Qaïda? Bon,
toute la galaxie des djihadistes, des islamistes d'abord, avant d'être djihadistes en Syrie, elle est extrêmement fragmentée. Elle est rentrée dans des luttes de pouvoir qui représentent des luttes pour le contrôle de petits territoires, qui sont assises sur des allégeances familiales ou claniques. Tout à l'heure, Michel Duclos parlait des chers alaouites. On a un pays dans lequel les allégeances ont été extrêmement mobiles, extrêmement fluides. Et ce garçon s'est retrouvé dans cette fameuse poche d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, qui était la dernière des zones de désescalade négociées entre Poutine et, en l'occurrence, Erdogan. Oui. La Turquie devait surveiller les islamistes qui étaient dans cette poche, devait initialement les désarmer, ce qui n'a pas été fait parce qu'en réalité, les Turcs avaient peur de la réaction probablement de ces groupes islamistes et aussi avaient très peur d'un nouvel afflux de réfugiés en Turquie. Et donc on a quelqu'un qui ensuite, Al-Jolani, a installé une forme de pouvoir à Idlib qui a relativement bien fonctionné. Et en fait ça c'est la première découverte de la façon dont ce groupe est venu très rapidement. Sa spécificité, on la comprend en observant l'enclave d'Idlib, qu'il a gouverné depuis 2017, oui, c'est ça ? On avait des données sur la façon, effectivement, dont il gérait Idlib, où il est crédité d'avoir rétabli un minimum de services publics, de choses qui permettent de vivre au quotidien aux Syriens, où je rappelle que le pays est totalement dévasté, qu'aujourd'hui, les estimations officielles, c'est 70% de gens sous le seuil de pauvreté, non officielles 90%, c'est 6 millions de réfugiés, donc c'est vraiment un pays qui est et 14 millions si on ajoute les déplacés, oui, c'est colossal. Oui, à un moment, on avait les 2/3 du pays qui étaient déplacés, réfugiés. Donc un pays qui est totalement en ruine. Et donc le défi, c'était d'arriver dans un petit territoire où on a aussi des minorités, d'arriver à faire cohabiter les gens, de leur redonner un minimum de moyens de vie. Donc ce personnage dont vous parlez, Al-Shareh, dit Al-Jolani, est-ce qu'il est au centre de tout aujourd'hui ? Est-ce qu'il a quel type de pouvoir il détient ? Qu'est-ce qu'on peut... est au centre de son propre pouvoir et le défi probablement à l'avenir, c'est d'arriver à conserver la main sur les différentes factions que lui-même a réussi à unifier, la faction du Sud avec laquelle la réunification s'est faite, de savoir comment les supplétifs turcs de l'armée nationale syrienne qui sont dans le nord-est vont se conduire, comment les forces kurdes vont se conduire. Donc lui, il a réussi à construire un petit truc à Idlib, dont on ne sait pas du tout ce que le changement d'échelle va donner une fois qu'il est installé à Damas. Isabelle Lasserre, les Israéliens, ils voient avant tout un islamiste, là. Nous, les Occidentaux, on a l'air de voir une chance pour la Syrie. Non, les Israéliens, première chose, voient l'affaiblissement de l'axe iranien. Oui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils voient... Avec la chute d'Assad, ils voient le premier volet, c'est positif. Avec la chute d'Assad, c'est positif. C'est la disparition, en tout cas le grand effacement des deux soutiens du régime d'Al-Assad, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, sachant que l'Iran est le principal... C'est la dislocation de ce qu'ils appelaient le croissant chiite. C'est la dislocation du croissant chiite, et ça va avec l'affaiblissement du Hamas à Gaza et l'affaiblissement du Hezbollah au Liban. Donc, en fait, ils voient le croissant chiite et le pouvoir iranien, en fait, s'effriter dans la région. Et c'est ça la première réaction des Israéliens. Donc, ils se félicitent... La deuxième, c'est quand même de bombarder... Ils se félicitent de la chute de Bachar al-Assad. La deuxième, alors, ils bombardent parce que, en fait, ils veulent absolument éviter que les armes du régime et aussi les stocks d'armes chimiques en fait soient récupérés par ceux qui restent du Hezbollah et traversent la frontière syro-libanaise. Et ils bombardent pour ne pas effectivement que ces armes se retrouvent aussi aux mains de l'État islamique ou d'autres groupes djihadistes qui seraient défavorables à Israël. Après, leur réaction, c'est la troisième réaction, c'est de dire on va voir comment se comporte ce gouvernement. Les choses ne sont peut-être pas terminées. Oui, la situation est très ils mouvante anticipent un possible chaos prochain en Syrie avec une guerre civile entre différents groupes, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est un risque. Georges Malbruno, les premiers pas de ce pouvoir, entre guillemets, parce que... il a dit ce qu'on avait envie d'entendre. Il a fait, je dirais, presque un sans faute en termes de rhétorique. Il a dit les minorités, je vais les protéger. Il a dit on va reconstruire un contrat social entre toutes les composantes de la Syrie. Il n'y a pas eu non plus d'exaction, il y a eu quelques pillages dans les grandes villes. Et donc c'est vrai qu'il surprend. Il surprend parce que venant d'un ancien djihadiste,
on parlait d'Israël, il a mis 3 jours quand même à dénoncer Israël qui démilitarisait le nouvel État. Oui, donc, qui a mené plus de 300 frappes, et c'est vrai que la réaction était plutôt modérée. Il y a les paroles qui sont très bien. Ensuite, il faudra le juger sur les actes. Et un premier acte qui est un petit peu déçu, c'est son refus d'inclure d'autres composantes dans son gouvernement, puisqu'en gros, en milieu de semaine dernière, il a étendu le gouvernement d'Idleb, HTC purement, à toute la Syrie. Et donc là, nos anciens alliés de la coalition... quand même, c'est l'armée nationale syrienne qui, elle, pour le coup, est quand même téléguidée par la Turquie. Est-ce qu'on peut la considérer comme co-vainqueur de la rébellion de Rote Schmidt? La Turquie ou l'armée nationale syrienne? Les deux, enfin, expliquez-vous. Alors, il y a toute une sorte de théorie un peu du complot qui veut que ce soit la Turquie qui ait téléguidé la chute d'Assad. Moi, je pense pas. Certains ont dit que HTC, puisqu'on va l'appeler comme ça, le Hayat Tahrir al-Sham, avait eu le feu vert d'Ankara. Est-ce que c'est ce que les Turcs disent, c'est certainement. Ce que les Turcs disent, c'est qu'ils ont essayé de les empêcher de faire cette offensive qu'ils avaient planifiée depuis très longtemps et qu'ils ont essayé de retarder un maximum cette offensive. Une fois que cette offensive est faite, les Turcs, eux, cherchaient à renouer avec Bachar el-Assad depuis des mois. Ça ne fonctionnait pas. Bachar refusait. Bon, je pense qu'il y a une idée de vindicte personnelle aussi, puisqu'il avait quand même été désigné comme l'ennemi public numéro 1 par les Turcs. Donc ça n'a pas fonctionné. Les Turcs laissent effectivement cette faction venue d'Idlib qu'eux ont en tout cas laissé prospérer et laissé s'installer. Ils la laissent partir à Damas. La jonction se fait avec l'autre groupe au sud. Et que font les Turcs pendant ce temps-là? Ils s'occupent du reste de ce qui les intéresse, c'est-à-dire les Kurdes. Et ils utilisent ce moment de sidération de la communauté internationale qui a les yeux fixés sur Damas pour augmenter les opérations dans le nord-est contre les Kurdes, de ces factions kurdes qu'ils considèrent être des cousins du PKK, qui est ce groupe terroriste contre lequel ils mènent une guerre institutionnellement en Turquie depuis des décennies. Ils considèrent qu'ils ont presque gagné la guerre en Turquie, mais le front s'est déplacé en Syrie et en Irak, au Kurdistan irakien. Et on voit là sur la carte le nord-ouest du pays qui est sous contrôle kurde. Et ils ont donc cette armée nationale syrienne qu'ils ont aussi effectivement armée, entraînée, qui combat les Kurdes avec eux et à leur place, et qui est aussi dans des règlements de compte entre Arabes et Kurdes. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, depuis le début de cette guerre, le territoire syrien, il a changé de figure, il a changé d'habitants. Le fait qu'on ait 6 millions de personnes qui soient parties a laissé des zones entières pratiquement désertées. Et les Kurdes, qui sont vraiment dans le nord-est, vous voyez Kamishli, la capitale kurde, là, qu'on voit sur votre carte, les Kurdes se sont étendus progressivement vers l'ouest, tout le long de la frontière syrienne, qui est une frontière de 900 km avec la Turquie, y compris en kurdisant certains territoires. Et donc aujourd'hui, on a aussi des logiques de revanche d'Arabes qui sont entrés dans ces forces, dans ces milices pro-turques, parce qu'ils veulent en découdre avec les Kurdes. Bon, et alors, dans tout ça, est-ce qu'il est complètement illusoire d'imaginer que la Syrie puisse garder son intégrité territoriale, avoir un gouvernement centralisé? Aujourd'hui, en tout cas sur l'intégrité territoriale, on a 2 vrais sujets. On a les Turcs au nord, effectivement, qui ont des troupes stationnées le long de la frontière en plusieurs endroits et qui apparemment n'ont pas l'intention de partir. Et même le chef de l'opposition a dit qu'il était hors de question que la Turquie retire ses hommes. Ils veulent occuper de manière durable ou permanente? Ne serait pas défait. Et l'autre sujet, c'est quand même ce qui est en train de se passer dans le Golan, qui est un territoire syrien où Israël est dans la zone tampon, qui a été pris par Israël puis annexé par Israël, et où Benjamin Netanyahou a annoncé le doublement des colonies israéliennes. Est-ce qu'on peut, quand on est des révolutionnaires aussi multiples, pas forcément très bien organisés, le défi d'affirmer sa souveraineté ou même d'installer un pouvoir politique centralisé, efficace sur l'ensemble du pays, avec le jeu des puissances voisines tel qu'on vient de le décrire, c'est un défi insurmontable, non? C'est Michel Duclos. L'Himalaya, pour utiliser une formule qui a cours. L'Himalaya pour des novices, pour des gens qui sont des guerrieros, mais qui n'ont pas fait de politique. Donc, il y a... Essayons, avant d'aborder tous les aspects négatifs, dangereux, presque effrayants même, de tout ce qu'on vient de dire, du fractionnement de la Syrie, essayons de regarder les aspects positifs.
peut-être que ce Jolani a un sens politique. Jusqu'ici, il a donné plutôt l'impression d'avoir un grand sens politique. Et peut-être s'il veut être une figure nationale, il sera capable de transcender son ADN djihadiste. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais beaucoup de gens qui disent s'y connaître disent que les djihadistes convertis, ça n'existe pas. Hein, et on ne devient pas islamiste modéré. Mais bon, en même temps, c'est pas un type de la campagne. Son père était ingénieur, il a été éduqué à Damas. Moi, j'ai un peu de mal. Il a grandi dans les Émirats, il me semble. Hein, il est né. Peut-être en Arabie Saoudite, je ne sais plus, mais son père était effectivement détaché dans un pays du Golfe. Mais lui, il a fait ses études à Damas, ses études secondaires. Il avait commencé des études de médecine. En gros, il faut souhaiter que ce soit une sorte de De Gaulle syrien. Là, c'est envisageable. Quand même. Ça, c'est difficile d'aller jusque-là. Mais en revanche, que ce soit une scène qui, vous savez, a commencé comme Khmer Rouge et qui est devenue communiste. Bon, il n'est pas devenu démocrate chrétien. Donc... il ne deviendra pas démocrate libéral, ça c'est sûr. Son principal, je pense, un des principaux défis et le principal danger aujourd'hui, c'est qu'il se fasse déborder par des plus radicaux que lui. J'avais quelqu'un tout à l'heure au téléphone à l'attaquer qui me disait, les gens d'HTS, il n'y a pas de problème, ils contrôlent la situation, mais ils ne sont pas assez nombreux. Parce que HTS, c'était environ 45 000 personnes. Même 30 000. 30 000. Donc pour gouverner, pour tenir toute la Syrie avec 30 000, ils ne pourront pas. Donc le danger, c'est qu'il reste autour de lui des gens, des vrais barbus qui sont dangereux. J'ai essayé d'indiquer les signaux positifs. Donc il y a, voilà, peut-être que... On retombe assez vite dans les inquiétudes. Peut-être que l'homme nous surprendra en bien. Ensuite, il y a quand même la maturité du peuple syrien. Surtout après 10 ans de souffrances atroces. Je ne veux pas être désagréable pour d'autres pays, mais ce n'est pas la Libye ou le Soudan. Il y a quand même plus de traditions. Est-ce que c'est l'Irak ? Est-ce que c'est l'Irak ? Une question de Dorothée. Non, je pense pas. Il y a tous ces Syriens de l'étranger, c'est quand même très frappant. Moi, je veux dire, il y a un assez haut niveau d'éducation, il faut le dire, de la population syrienne. Même sous le régime d'Assad. En France, il y a un chirurgien sur 10 dans nos hôpitaux qui est syrien. Et donc, ça m'est difficile d'être trop négatif, trop pessimiste sur l'avenir de ce pays quand je vois le fait que beaucoup de Syriens veulent rentrer chez eux, malgré tout. Et donc, il y a cette foi dans leur pays, il y a cet espoir, il y a une élite. Voilà, ça fait partie des éléments positifs. Un mot quand même sur l'exemple d'Idlib. L'application de la charia à Idlib, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'était une application... C'est radical quand même, mais... Amélioré, puisque respectueuse des minorités. C'est pas les talibans. Parce que là, on entend des adjectifs qu'on entendait au moment du retour au pouvoir des talibans, inclusif. Faire un gouvernement inclusif pour les minorités ethniques, religieuses. La Syrie, c'est vraiment un microcosme du Moyen-Orient. Il y a toutes les minorités... il y a toutes les tendances possibles. C'est ça. Est-ce que ça corse le défi ça, c'est quand même du pouvoir, des réactions un peu occidentales. C'est comme quand on parlait de talibans modérés et quand on a fait semblant de croire c'est tout à fait des réactions occidentales. Que les talibans, c'est ce que les diplomates demandent aujourd'hui. Que les talibans avaient changé. Donc c'est un espèce de wishful thinking et on projette... sur ces pays qui sont des États faillis et qui ne fonctionnent absolument pas comme nous, nos rêves de démocratie occidentale. En général, ça foire. Je crois pas que ce soit le fantasme des diplomates français, quand même. Non, je parlais un peu en général, Michel. Mais est-ce que ça n'est pas une condition, tout simplement, pour que le pays tienne en un seul morceau ? C'est ce que la communauté internationale demande. Ça dépend de ce qu'on entend par inclusif. L'inclusivité, je suis désolé de le dire, mais en France, nous, on ne le fait pas dans notre gouvernement. C'est impossible. Donc, que dans les résolutions des Nations Unies, on demande l'inclusivité si la mosaïque syrienne doit être représentée proportionnellement dans le gouvernement de Damas, c'est clair que c'est totalement absurde. En revanche, qu'il y ait dans la tradition ottomane le respect des minorités, le respect des différences régionales,
c'est un pays, il ne faut pas l'oublier. J'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'élite, etc. Mais en même temps, c'est vrai aussi que c'est extraordinairement territorialisé. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est pas le seul pays, mais ça fait partie des pays où vous demandez aux gens qu'est-ce que vous êtes et on vous répond je suis des Rézors, des Rad, etc. Et l'un des problèmes de la rébellion, ça a été que justement les gens qui prenaient les armes étaient prêts à se battre pour défendre leur village, ils n'étaient pas prêts à s'unir avec les gens du village d'à côté pour aller contre le gouvernement. Donc ça, c'est un élément si je puis dire, de la culture politique qui sera très difficile de surmonter. Cependant, c'est pas l'Afghanistan quand même. C'est pas l'Afghanistan. Et le modèle taliban, je vois pas très bien comment on peut l'appliquer à la Syrie. Non, mais je parlais pas du modèle taliban. Je disais juste que beaucoup avaient fait semblant de croire, avaient cru que les talibans avaient changé, on les avait pris au mot. À mon avis, il y a aussi une autre complication, c'est que la Syrie, c'est une guerre à étages. Il y a les guerres syriennes, entre Bachar et la rébellion, etc. Et puis il y a aussi la guerre que se livrent au-dessus de la Syrie toutes les puissances régionales et même un peu plus loin que... En fait, tout le monde est en Syrie. Il y avait jusque-là la Russie... Sauf les Européens. Oui, alors ils essayent de revenir un petit peu là. Il y avait toutes les puissances autocratiques, disruptives, etc. Donc il y avait jusque-là surtout l'Iran et la Russie qui ont sauvé littéralement le régime de Bachar al-Assad quand il était au bord de l'effondrement. Il y a la Turquie, parce que évidemment son problème c'est les Kurdes. Aujourd'hui il y a aussi les Américains, il y a Israël, il y a l'Europe qui essaye de revenir au niveau diplomatique, mais il y a en gros toutes les puissances régionales qui se livrent elles-mêmes en fait des conflits au-dessus de la guerre syrienne. Donc en fait, ça complique la résolution du problème. Est-ce que la Turquie va accepter de complètement partir et de lâcher ses bases? Est-ce que l'Iran va accepter de complètement partir? L'Iran, là, ils n'ont plus tellement le choix, l'Iran. Ils n'ont plus le choix, mais dans 3 ans, dans 2 ans, etc. Donc ça dépend aussi de l'attitude de toutes ces puissances régionales, qui en fait dépaissent un peu la Syrie quand même. Non, je suis d'accord avec ce constat. C'est-à-dire que non seulement il y a les clivages internes, mais il y a les loups autour qui guettent leur proie. Je dois dire qu'en diplomate, là aussi, si on essaye de positiver, on a peut-être une toute petite chance parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la Turquie, la Russie et l'Iran. Le trio d'Astana. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais on va en parler. Dorothée nous expliquera. Mais il est clair que l'Iran et la Russie considèrent qu'ils ont été trompés, doublés par la Turquie. Pas complètement à tort. Il est clair, comme vous êtes Poutine, je connais un peu les Russes, ils ne peuvent pas imaginer un seul instant que tout cela n'est pas le résultat d'un complot israélo-américano-turc. Et les Iraniens, ils sont sur la touche. D'ailleurs, c'est ce que faut leur dire pour les consoler. Vous étiez déjà exclus de la Syrie, donc vous n'avez pas perdu la Syrie. Vous avez perdu la face, certainement, mais vous n'avez pas perdu la Syrie, vous l'aviez perdue avant. Et donc, les Saoudiens et les Émiriens sont inquiets. Le rôle des Occidentaux, c'est de dire aux Israéliens que ce qu'ils font est déplorable et condamnable, notamment l'occupation du Golan. C'est contraire non seulement c'est contraire à la loi internationale dont ils se moquent, mais c'est contraire à leurs intérêts. Parce que s'ils veulent provoquer le réflexe nationaliste des Syriens et les pousser les nouveaux dirigeants au radicalisme, ils ne peuvent pas faire mieux. En même temps, ce n'est pas une surprise que les Israéliens considèrent que sur un plan sécuritaire, rendre le Golan, c'est donner un promontoire aux Syriens pour les bombarder. Dans la zone tampon, ils sont allés au-delà, là. Voilà. Oui, là aussi, mais on parlait du Golan. Le Golan est annexé illégalement. Quelle que soit leur justification, nous, notre rôle, c'est de leur dire qu'ils ont tort. Et donc, si les astres ne sont pas si mal alignés que ça, si, encore une fois, les Européens, les Nations Unies, etc., sont capables d'avoir une action diplomatique forte. Dorothée Schmid. Oui, c'est très intéressant de voir la réunion d'urgence qui a eu lieu à Kaaba le 14 décembre, où on avait les représentants du pays arabe, l'ONU, les États-Unis, les Européens. La France. Et il y avait une représentation UE. Quand j'ai dit les Européens, il y avait UE et la France. Et qui se sont mis... C'est une espèce de nouvelle communauté internationale, puisqu'en fait, il n'y avait pas ni les Russes, les Iraniens. Donc, on a quand même un consensus entre ces forces-là qui disent, bon, voilà, on va donner le bénéfice du doute avec une série de conditions qui sont
les conditions américaines reprises très clairement, y compris la destruction du reste des armes chimiques. Bon, le c'est l'inclusion, ce dont on a déjà parlé. Donc ça me semble intéressant de voir cette espèce de début d'inquiétude, mais néanmoins de normalisation conditionnelle qui se passe. Mais un mot que Giuliani n'a pas et les Syriens, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de Syriens, en fait. Oui, mais tout de même, je voudrais qu'on s'arrête 5 minutes sur le cas des Kurdes. Est-ce qu'on peut résoudre le problème syrien tout en laissant les Turcs faire ce qu'ils veulent avec les Kurdes? Les Kurdes sont une composante du peuple syrien. Comment vous voyez l'équation Si vous posez la question comme ça, c'est la question de la possibilité d'avoir un État kurde dans la région. À ce moment-là, si on la pose vraiment de façon radicale. Ce que les Turcs veulent éviter à tout prix, c'est d'avoir une autonomie kurde en Syrie. On avait un proto-État qui était ce Rojava, cette espèce d'entité qui s'était structurée. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que... Je crois qu'ils veulent même éviter une solution à l'irakienne, c'est-à-dire qu'ils souhaitent même éviter un fédéralisme qui permette aux Kurdes d'être... Ils veulent une unité syrienne, incluant les Kurdes. Une solution qui soit une solution centralisée en Syrie. Et évidemment, sur la question de l'inclusivité des minorités, le principal problème, ça va être les Kurdes. Là, l'équation pour Ahmed al-Shara, elle est très simple. S'il veut être une figure nationale, il faut qu'il tende la main aux Kurdes, et donc il antagonise immédiatement son protecteur turc. Exactement. Et qui rassemble aussi des autres composantes syriennes. Un mot des chrétiens, peut-être, en Syrie? Pour l'instant, les chrétiens, les signaux qui ont été lancés sont plutôt positifs. À Alep, on va pouvoir célébrer Noël, à Damas aussi. Les églises d'Idlib... C'est quand même assez limité, hein. Les églises n'ont pas le droit de carillonner, on n'a pas le droit de porter des croix en public. Alors, à Idlib, en France. À Idlib, par exemple, les églises n'avaient pas de croix. Mais à Damas, les églises vont garder une croix. Donc je crois sur l'alcool aussi, c'est intéressant, je pense qu'ils vont aller vers un système où, dans les quartiers musulmans, l'alcool sera plutôt interdit, mais dans les quartiers chrétiens... Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est qu'il est interdit d'en vendre et d'en acheter, mais il n'est pas interdit d'en boire. Ouais. Donc ils sont plutôt... Et ils laissent les gens fumer en public aussi. De ce point de vue-là, ils font des choses qui sont intéressantes. Après, ce sera, encore une fois, je pense que ce sera tenir la sécurité, et en particulier dans la région alaouite, parce qu'il y a quand même quelques centaines, voire milliers de salopards d'Assad, qu'on appelait les Chabiyas, qui se sont regroupés là-bas, qui sont aujourd'hui planqués dans la montagne, qui ont probablement gardé un peu d'armes, et qui demain pourraient... Alors, je ne dis pas qu'on est dans un scénario irakien de post-2003 avec le lancement d'une insurrection, mais ça risque d'être un petit peu compliqué là-bas. La justice peut passer en Syrie, ou c'est vraiment secondaire ? Personne n'a de réponse là-dessus. Évidemment, si on prend ce précédent irakien où on passe notre temps à dire qu'en principe, on a la feuille de route de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, Jolani a déjà dit qu'il voulait d'abord reconstituer des forces de sécurité. Les Israéliens ont détruit tout ce qui restait. Ensuite, on veut un gouvernement inclusif, mais on ne sait pas très bien comment ça va se faire. Parce que notamment, il y a la question de l'épuration. Et là, on voit qu'on ne va pas probablement aller vers une débassification à l'irakienne, parce que ça irait contre cette idée justement d'inclusivité. Il faut garder les structures de l'État. Comment arriver à réintégrer les bourreaux, alors que pour le moment on est quand même dans l'exposition d'exactions vraiment d'un niveau médiéval mais industriel, comme le disait Georges tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à réintégrer ces bourreaux alors que beaucoup de pays européens ont suspendu l'examen des demandes d'asile parce qu'ils craignaient qu'ils ne cherchent à se réfugier chez eux. Ce qui serait intéressant, vous étiez diplomate, ce serait intéressant de voir s'ils vont reprendre, par exemple, quelques anciens ambassadeurs. La Syrie avait quelques diplomates qui étaient de bonne qualité. Et donc là, ce serait intéressant de voir s'ils font table rase du passé, et ce sera difficile de reconstruire une diplomatie, ou s'ils gardent quelques diplomates, ou quelques ministres, ou quelques On a parlé des puissances actives, Israël, Turquie. Parlons un peu de celles qui sont plutôt en voie d'effacement, l'Iran, la Syrie, la Russie, qui sont considérés comme les grands perdants de cette opération. Jabal Nasser, l'Iran, a vu presque tous ses proxys durement affaiblis. En fait, ce qui se passe en Syrie, c'est une conséquence de trois choses. De la guerre en Ukraine, de la guerre israélienne et de la période et de l'arrivée de Donald Trump. Donc, évidemment, ça rebascule toutes les frappes. Alors, la Syrie disparaît parce que si le régime tient en Ukraine, il n'a visiblement pas les moyens de venir au secours de Bachar al-Assad une seconde fois. La Russie disparaît, vous m'avez dit, la Syrie disparaît. Non, le régime russe n'a plus les moyens de venir au secours de Bachar al-Assad une seconde fois.
l'Iran disparaît parce que le Hezbollah a été en partie, enfin en tout cas a pris un énorme coup sur la tête avec l'intervention israélienne au Liban et au Sud-Liban. Donc ça, effectivement, ça rebouscule complètement les cartes. Alors, la question qui est intéressante, c'est jusqu'à quel point, en fait, les cartes vont être... Est-ce qu'il va y avoir, en fait, des effets des changements syriens sur les alliances internationales? Est-ce que, par exemple, l'action de la Syrie va avoir des répercussions sur l'alliance, l'action de la Turquie va avoir des répercussions sur l'alliance entre Moscou et Ankara? Est-ce qu'en fait il va y avoir des effets secondaires sur les alliances entre le mal nommé Sud global qui existe quand même et l'Occident global? Ça, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Tout ça est favorisé par la période typiquement de vide politique qui, en fait, sépare l'élection d'un nouveau président américain à sa prise de fonction. Donc là, en fait, toutes les parties, dans le monde entier d'ailleurs, là où il y a des prises à prendre, tout le monde se dépêche de prendre ce qu'il veut prendre et d'accélérer les changements possibles en redoutant en fait l'imprévisibilité de Donald Trump, voire redoutant ses menaces. Et on voit que ça bouge partout. Ça bouge en Ukraine parce que les Ukrainiens se disent aujourd'hui prêts à des négociations. Ça a bougé au Sud-Liban parce qu'il y a eu un cessez-le-feu. Ça peut peut-être bouger à Gaza, parce que les menaces de Trump en disant si je veux que quand j'arrive au pouvoir le 20 janvier, tous les otages soient libérés, sinon le feu s'abattra sur Gaza. Alors déjà le feu, quand on voit comment ça pourrait être pire, et donc il y a une possibilité effectivement que le Hamas et Israël négocient pour la libération des otages. Ouais. Donc on voit bien que les lignes bouge. Là, il y a une espèce d'élan généralisé. Ce que ça donnera après, c'est un petit peu tôt pour le savoir. J'ai lu une formule dans Haaretz intéressante du journaliste Amos Harel. Il dit la prochaine présidence de Trump, c'est le sourire de Mona Lisa. Tout le monde peut y voir ce qu'il souhaite. C'est un peu ça, non, au niveau géopolitique? C'est la pensée magique un peu en ce moment, quand même. Oui. C'est ça, et puis tout le monde se rassure en disant il est transactionnel. Remarquez, à commencer par M. Macron, autrement dire, on peut toujours s'arranger. Moi, il me semble que les Turcs sont les grands vainqueurs, mais malgré tout, entre les Turcs et les Arabes, c'est pas si évident. Et par ailleurs, si Golani veut être une figure nationale, il va chercher à s'émanciper forcément. Ouais. Donc c'est une victoire en demi-teinte. Les Russes sont les perdants, mais je ne doute pas qu'ils seront capables de négocier le maintien de leur base. Pour l'instant, ils sont plutôt en train de se replier, non? Oui, non, ils sont en train de négocier le maintien de leur base. Ils négocient le maintien de leur base. Et vous savez, d'abord, le haut pouvoir ne peut pas multiplier les ennemis, il a besoin d'argent, donc au moins, dans une période transitoire, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils chassent les Russes. Les Israéliens, encore une fois, j'ai dit ce que j'en pensais, je crois qu'ils sont en train de faire de la prophétie auto-réalisatrice. Ouais. Et une de les explications... Ils ne vont pas un peu trop loin pour leurs propres intérêts? Pour moi, oui. Hein, et je pense que l'un des ressorts, c'est que, vous savez, Assad, c'était leur toutou, hein, qu'ils avaient parfaitement dressé. Ouais. Il les a jamais gênés. Exactement. Là, maintenant, ils vont avoir un pouvoir, quel qu'il soit, plus compliqué. Ouais. Simplement, ils sont en train de faire en sorte que ce ne sera pas un pouvoir, ce sera le chaos. Peut-être qu'ils gèrent mieux le chaos qu'un pouvoir. Et le risque du chaos n'est pas pire, justement, que celui de... Enfin, voilà, ils ont les calculs qui sont les leurs, je ne vais pas me prononcer. Quant aux Iraniens, il faut essayer de les consoler en leur disant « mais de toute façon, vous aviez déjà perdu la Syrie. Maintenant, c'est une défaite optique, certes, mais au fond, ça vous redonne des cartes. Et notamment, l'une de leurs préoccupations, c'est de renouer avec Washington. Eux aussi, ils sont déjà dans la préparation de Trump. Et tant qu'Israël avait un pistolet sur la tempe avec le Hezbollah et la Syrie, dont vous teniez la gâchette, c'était assez difficile pour les Américains de discuter sérieusement avec vous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Israéliens ont une certaine influence sur Washington. Aujourd'hui, ils sont plus à l'aise pour négocier avec Washington. Dorothée Schmid, faites la même analyse à peu près des gagnants et des perdants? Je trouve assez
compliquer la situation des Turcs. C'est très intéressant parce que la Syrie, c'est un énorme pari politique qu'ils ont fait dès 6 mois après le début de la révolution en Syrie. Ils ont dans un premier temps essayé de convaincre Bachar de réformer, puis ensuite ils sont passés à une opposition radicale. Ils ont armé toutes les oppositions, ils ont accueilli 3 millions, 4 millions de réfugiés, armé toutes les oppositions. Ils se sont recrutés des supplétifs, des mercenaires en Syrie qu'ils ont ensuite envoyés partout. Donc la Syrie, ça a été un énorme sujet diplomatique, mais aussi un sujet de puissance militaire pour la Turquie. Et aujourd'hui, effectivement, leur problème, c'est d'arriver, puisque c'est ce qu'ils disent toute la journée, c'est ce que disent toute la couleur du spectre politique turc, sauf les partis de gauche pro-kurdes, disent qu'il faut écraser le PKK. Donc il faut arriver à régler cette question du PKK, mais il faudrait, pour eux, en théorie, ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, c'est que personne ne s'en occupait. Sauf que maintenant, les Occidentaux ont le nez sur cette question. Et donc ça va être très compliqué pour le nouveau pouvoir syrien de dire oui, écoutez, très bien, faites ce que vous voulez avec les Kurdes dans le nord-est et on verra. Il y a à la fois un sujet de souveraineté nationale et puis il y a ce sujet d'inclusivité, puis il y a le fait que la Syrie, pour se reconstruire, elle a besoin d'argent qui vient de l'extérieur et que donc, évidemment, il va falloir convaincre, et le pétrole se trouve dans les régions kurdes. Donc, du point de vue même de la richesse syrienne intérieure, c'est impossible de ne pas réussir à rallier les Kurdes à ce nouveau pouvoir. Sur la reconstruction d'un mot, il faut dire quand même que le pays est totalement en ruine. Son PIB est 10% de ce qu'il était en 2010. On estimait 6 milliards de dollars, c'est rien. Centaines de milliards de dollars le coût de la reconstruction, et donc c'est gigantesque. Mais je crois, par rapport à la Turquie et à l'avenir de la Syrie, moi, il y a deux questions qui me semblent essentielles, auxquelles je n'ai pas de réponse. C'est dans quelle mesure la Turquie va pouvoir garder un levier sur Giuliani et dans quelle mesure Giuliani va pouvoir se détacher de la Turquie. Voilà. Je crois que c'est là, de ces deux réponses, ces deux questions, on aura l'avenir de la... Alors sur la première question, il y a un sujet très intéressant, c'est que les Turcs ont dit qu'ils étaient prêts à offrir leur aide pour la reconstruction des forces de sécurité de Giuliani. Donc ils connaissent aussi leurs propres atouts. Oui, puis Giuliani n'a pas de mauvaise relation avec les Kurdes. On en arrive à notre dernier point. On doit faire quoi, nous, Européens, Occidentaux les soutenir. La diplomatie a commencé. Vos homologues, Michel Duclos, défilent à Damas, vont rencontrer Giuliani. L'ambassade de France a été rouverte hier, ou ce matin. Ce matin, oui. C'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Sachant que vous avez, dans un papier pour l'Institut Montaigne, vous avez fixé un peu les objectifs. Il faudrait arriver à une Syrie pacifique, stable, qui puisse renaître économiquement, restaurer sa souveraineté, son intégrité territoriale, afin de ne pas devenir un bastion de l'islamisme radical menant des attentats en Europe. Vaste programme. Oui, mais bon, ça, c'est la beauté de la diplomatie. Il faut négocier avec ce nouveau pouvoir. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas y aller avec des sabots trop gros. On ne peut pas tout exiger tout de suite. Mais malgré tout, il y a un minimum. Effectivement, le respect des minorités, un comportement convenable vis-à-vis des femmes, des choses comme ça, la lutte contre les djihadistes, bien sûr. Et donc, il y a une sorte de feuille de route à définir avec eux, en échange de quoi on a des leviers. On a la possibilité de lever les sanctions, on a la possibilité. Oui, il faut dire que Giuliani est quand même frappé d'une... Sa tête est à prix 10 millions de dollars. Il est sur la liste des terroristes. Donc on négocie quand même avec des gens qui sont listés par l'ONU, par les États-Unis, je crois par l'Europe, comme organisation terroriste, dont le chef fait l'objet d'un mandat. L'actuel président de l'Indonésie a été longtemps sur les listes aussi de, peut-être pas de terrorisme, enfin des gens à abattre des États-Unis. Oui, ça, il ne pouvait pas avoir de visa pour les États-Unis, parce qu'il faisait partie de je ne sais quel complot qui avait déplu aux États-Unis. Donc c'est pas la première fois, hein, ça arrive. Mais il ne faut pas non plus faire de chèque en blanc. Donc nos leviers, c'est lever des sanctions potentielles, progressives, j'imagine, l'aide économique, bien sûr. Voilà, l'assistance humanitaire, l'aide à la reconstruction, la réintégration dans un certain nombre d'enceintes internationales, ça c'est les leviers dont on dispose. Et donc en échange, on peut commencer à construire quelque chose avec ce nouveau pouvoir et l'inciter à ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup cette expression, l'inclusivité, mais enfin voilà, il faut un processus politique qui conduise à un pouvoir moins provisoire
est moins illégitime que simplement des guérilleros qui arrivent les premiers à Damas. C'est évident que ça ne peut être que transitoire. Et donc ça, c'est là-dessus qui a un rôle très important pour la diplomatie. Alors je crois aussi qu'il faut parler aux acteurs régionaux. Je pense qu'on l'a tous dit, Isabelle notamment, que la Syrie, c'est aussi le terrain de confrontation de plein de pays. Et donc, pour que ça marche, il faut empêcher ce qui s'est produit en Libye ou au Soudan, c'est-à-dire que chaque acteur régional arme sa propre milice ou son propre clan. Est-ce qu'on n'y est pas déjà un peu là ? On n'y est pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. Le Qatar revient un petit peu, mais on n'y est pas encore. Il faudrait donc on doit souhaiter un pouvoir centralisé. Tout à l'heure, Dorothée Schmidt, vous parliez de modèle fédéral qui finalement conduit à la mais en fait, on n'aura pas tellement notre mot à dire. Je crois que c'est surtout ça. Les Européens ne sont pas non plus tellement en première ligne pour décider de la solution politique de l'avenir de la Syrie. En revanche, ce qu'on voit de la part des pays du Golfe, qui sont aussi engagés assez rapidement dans la dynamique de normalisation, alors qu'ils avaient réintégré pleinement Bachar dans la Ligue arabe, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent un consensus de stabilité quand même. Ils ne veulent pas le retour de la guerre civile. Ils veulent aussi continuer à normaliser les relations avec l'Iran. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter l'élargissement de cette zone de chaos qui est en train de se passer. Avec Israël aussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vrais amis de l'Iran, c'est plus la Syrie, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et c'est les mêmes Saoudiens qui n'attendent que le bon moment pour normaliser avec Israël. Donc voilà un peu le contexte. Le rôle des puissances du Golfe en Syrie, Georges Malbruno. Aujourd'hui, les Émirats particulièrement, l'Arabie Saoudite, sont relativement inquiètes de la prise de pouvoir des islamistes à Damas, parce qu'ils craignent un peu l'effet de contagion. En fait, la Syrie est tellement explosive que tout le monde a un peu peur, non ? Voilà, et donc... Il y a une comparaison assez amusante de Tom Friedman hier dans le New York Times, où il dit qu'il y a deux sortes de pays. Il y a ceux qui implosent et ceux qui explosent. Alors, ceux qui implosent, c'est quand les piliers du pouvoir tombent, ça se replie à l'intérieur. Exemple, l'Afghanistan. Et il dit la Syrie, ça fait partie des pays qui explosent. Rien de ce qui se passe en Syrie ne reste en Syrie. Et les pays du Golfe, et la Jordanie et l'Égypte aussi, ont peur aussi d'un retour, par exemple, du Qatar, allié avec la Turquie, qui favoriserait les frères musulmans, comme ça avait été le cas. Mais est-ce que ce potentiel de danger et d'exportation des tensions ou des conflits par la Syrie, justement, peut amener tout le monde à être un peu raisonnable ? Isabelle Lasserre ? Voilà. On va voir, mais par contre, je crois que sur l'Europe, vous posiez la question de l'éventuelle influence de l'Europe. Je pense que c'est très bien ce qu'on fait. Il faut une prise de contact aujourd'hui. Ça me paraît tout à fait naturel. Et en plus, on l'a fait assez rapidement. Par contre, on est dans une région et dans une époque où aujourd'hui, seuls les rapports de force et la force comptent. C'est la même chose d'ailleurs en Russie et avec les voisins de la Russie. Et l'Europe, avec son soft power et sa diplomatie, on voit depuis plusieurs années qu'elle est complètement désarmée en fait. Elle n'a plus de dissuasion parce qu'elle n'a pas assez de forces militaires et elle n'a plus elle n'a pas les outils pour s'opposer à en fait, l'histoire est écrite aujourd'hui par ceux qui l'écrivent par la force. Trump, il prône la pression maximale sur tous les dossiers, mais il n'a aucune intention d'envoyer, de s'impliquer militairement. Oui, mais c'est pas pareil avec Trump, puisque lui, il est assis sur la plus grande armée du monde. Donc la dissuasion fonctionne. Et Trump, s'il le faut, pourra tout à fait envoyer ses armées... Un mot sur l'Iran. Est-ce que le fait de s'être affaibli dans tout ce croissant qu'on a décrit peut les pousser ou va les pousser à accélérer la course au nucléaire ? Alors là, c'est pile ou face. Donc la décision n'a pas été prise encore. La décision n'a pas été prise. Le premier scénario, c'est que affaibli et surtout ayant perdu, parce que c'est pas qu'un affaiblissement, c'est en fait ils ont perdu leur dissuasion dans la région avec leur proxy. Donc ils pourraient être tentés de se recréer une dissuasion maximale et ultime, une protection, avec la décision de construire, de passer à l'acte et de construire, de fabriquer leurs armes nucléaires. La deuxième solution,
c'est effectivement, et donc il y a des idées. En gros, c'est un grand deal avec Trump ou la bombe. Alors, Trump aimerait un better deal, un good deal, par opposition au bad deal dont il avait crédité Barack Obama avec le JCPOA, dont il s'était retiré de manière unilatérale en 2018. Alors il voudrait un good deal. Donc les Iraniens affaiblis pourraient en fait discuter avec Trump. Donc on ne sait pas très bien de quel côté ça va basculer aujourd'hui. Est-ce que, on arrive presque à la fin de cette émission, est-ce que finalement pour les Occidentaux, pour nous Européens, vous diriez que c'est plutôt une bonne nouvelle? Est-ce qu'il vous retenez, vous avez essayé d'être positif, Michel Duclos, pendant cette discussion, vous retenez plutôt une situation, une nouveauté encourageante? Évidemment, oui, mais bon, moi je suis mal placé pour le dire, parce que Georges en sera témoin, j'ai toujours pensé que ce régime finirait par tomber, qu'il ne fallait surtout pas se reconnecter avec lui. Donc maintenant nous y sommes, et effectivement il y a d'immenses difficultés, on l'a tous dit, ça va être très 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 difficile, mais enfin il y a quand même une sorte d'espoir. Isabelle, une chance pour l'Occident ? Cette nouvelle donne au Moyen-Orient ? La chute de Bachar el-Assad est une bonne nouvelle pour les Syriens et pour l'humanité, à mon avis. Après, il y a sans doute... Ça ne veut pas dire que ce sera formidable après. Dorothée Schmid ? Alors les Européens, je pense qu'ils ont deux préoccupations, c'est la migration et la question du terrorisme. Et sur les migrations, c'est absolument impressionnant de voir la dynamique de retour de Syriens vers la Syrie. Michel Duclos en a un peu parlé tout à l'heure. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Tout a été détruit. Il y a eu des propriétés qui ont été saisies parce que le régime Bachar, qui était totalement mafieux... D'ailleurs, on a vu les Européens très empressés à les y encourager, y compris les Allemands. Et Ursula von der Leyen, qui vient d'annoncer à nouveau 1 milliard d'aides aux réfugiés syriens, essentiellement de Turquie, pour aider à les relocaliser. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va aussi aller dans le sens d'un renforcement de la position des Turcs. Oui, vous avez dit réfugiés et terrorisme. Et sur le terrorisme, évidemment, on voit sur tous, et là, ça nous renvoie à nouveau aux Kurdes, l'inquiétude, si on laisse tomber les Kurdes, de voir les gens de Daesh qui étaient détenus dans les prisons tenues par les Kurdes. On n'a pas parlé du risque de résurgence de Daesh, on aurait dû. Et la possible résurgence de Daesh. Georges Bruno, le mot de la fin en 20 secondes. C'est d'abord une bonne nouvelle pour les Syriens, quand même. C'est un régime qui... Et pour le reste du monde ? Pour le reste du monde, on verra. Merci pour cette prédiction courageuse. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous allons faire un break de 2 semaines pour les fêtes de Noël. Je vous retrouve le 7 janvier. D'ici là, très bonne fête, joyeux Noël, très bonne année à tous et à très bientôt.